l'histoire de l'Afrique des Grands Lacs n'est pas encore totalement écrite. Certes, de nombreux matériaux sont disponibles, études scientifiques, rapports divers d'observations et d'enquêtes, romans, témoignages et autres récits sur les violences insupportables du passé. De longs métrages, sortis en 2021, sont venus mettre en image les drames passés. En février 2022, la Cour internationale de justice les a reconnus en fixant à 325 millions de dollars le montant des réparations que l'Ouganda doit verser à la République démocratique du Congo, qui réclamait plus de 11 milliards de dollars pour l'invasion par l'Ouganda du pays lors de la guerre de 1998-2003 qui impliqua 8 autres pays dont le Rwanda. Si les drames passés sont mis en évidence, on oublie qu'ils font encore partie du présent dans l'espace oriental du Congo et qu'ils sont inscrits dans la vie quotidienne de ses habitants. Le Grand Kivu, aux frontières de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi, théâtre des conflits depuis des décennies voire des siècles, n'est perçu que comme terrain de prolongement de la tragédie du Rwanda, comme si cet espace était autonome, ne constituant pas une partie d'un autre pays qui a lui aussi sa propre histoire. Si, par sa densité modeste par rapport au Rwanda-Burundi, cette région est toujours apparue comme la terre des solutions aux équations démographiques et foncières de ses voisins, le Kivu est au Congo, la région dont le peuplement est chaque fois renfloué par des flux migratoires, est à la base de l'état de crise permanent du Congo. Après avoir identifié les points de repère historiques nécessaires pour comprendre les tragédies des Grands Lacs, nous tenterons de répondre à quelques interrogations essentielles qui expliquent pour partie la difficile gouvernance de l'État congolais. L'expression « l'invention des Grands Lacs » est empruntée à Jean-Pierre Chrétien 2010 pour qualifier les mutations intervenues depuis la fin des années 1950 qui sont à la base de la configuration actuelle de la région. L'Afrique des Grands Lacs est une appellation qui succéda à celle coloniale de Congo belge Rwanda-Urundi, le territoire hérité du Congo léopoldien lequel connut une extension en 1921 quand l'ancienne colonie allemande du Rwanda-Urundi fut confiée en mandat à la Belgique. La particularité de cette région fut dès le début d'être le terreau de drames de grande amplitude, mutineries, sécession, rébellion au Congo, assassinats, massacres d'origine ethno-politique et coups d'État au Rwanda et au Burundi. Gikawa, 2004. L'ampleur des violences ne peut toutefois pas occulter une dynamique, portée par des leaders nationalistes des trois pays. Ils militèrent pour le dépassement des clivages ethniques et la nécessité de conserver leur unité. En marge de la table ronde de Bruxelles de 1960 qui devait aboutir à l'adoption de 16 résolutions portant sur l'avenir du Congo belge, Patrice Lumumba déclara « Le MNC a pris connaissance du manifeste publié par les étudiants du Rwanda-Urundi et par lequel les habitants de ce territoire réclament l'accession de leur pays à l'indépendance à la même date que le Congo, et surtout de leur désir de voir le Congo et le Rwanda-Urundi former une fédération. Le MNC assure tous les compatriotes rwandais de son total et fraternel appui. » Cité dans Omazombo et Verogène, 2005, page 356. Le projet s'avéra irréalisable en raison des problèmes auxquels chaque formation politique fut confrontée. Au Rwanda, l'UNAR, formé surtout par l'élite Tutsi, a subi très tôt les assauts des Hutus. Lumumba fut assassiné janvier 1961 et Rwagasore n'eut pas un sort meilleur, puisqu'il fut tué en octobre de cette même année. La coalition trouva une forme de prolongation quand Gaston Soumialo et Laurent Désiré Kabila entamèrent en 1964 leur offensive à partir de Bujumbura en se basant sur la solidarité du parti de Rwagasore. Dans l'espace Uvira-Fizi, la rébellion compta sur le renfort de réfugiés rwandais. Tous étaient décidés à prêter main forte au Simba révolutionnaire congolais pour libérer le Congo de ses dirigeants fantoches Kasavubu, Tshombe et Mobutu, puis pour que ces mêmes Simba puissent à leur tour les aider à se libérer de leur propre président fantoche, Grégoire Kayibanda. Rwandais et Burundais ont toujours pu se mouvoir librement dans l'espace du Congo. Des fonctionnaires rwandophones étaient nombreux dans les administrations publiques, particulièrement dans l'enseignement. Et, à l'université Lovanium de Kinshasa, le contingent le plus important d'étudiants africains, était celui des Rwandais, en plus des Nigérians et des Camerounais. Mobutu ne plaida pas pour une politique régionale dans l'espace des Grands Lacs. La situation ne s'y prêtait plus. Le Burundi de Mobutu, avec son alignement sur la Chine maoïste et son soutien à la rébellion, passait pour un territoire ennemi. Quant au régime de Kayibanda, il fut mis à l'index pour avoir refusé d'extrader les gendarmes katangais qui, révoltés en province orientale,
furent exfiltrés du Rwanda vers l'Angola, en avril 1968. L'ambition panafricaine de Mobutu se porta plutôt sur une tentative de regroupement de l'Afrique centrale dans son ensemble. Il annonça en février 1968 la création des États-Unis de l'Afrique centrale qui, à la signature de sa charte à Fort-Lamy, prit l'appellation plus modeste d'Union des États d'Afrique centrale UIC. Les États fondateurs étaient la RD Congo, la Centrafrique et le Tchad, escomptant l'adhésion future du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Rwanda et du Burundi. La Centrafrique annonça très vite son retrait. En 1976, restreignant ses ambitions, la RD Congo, devenue Zaïre, préconisa alors le regroupement économique de l'ancienne Afrique belge sous l'appellation de la Communauté économique des pays des Grands Lacs, dont le siège fut placé à Gizanyi. Le Congo-Zaïre de Mobutu avait, dans l'entretemps, renoué de bonnes relations avec le Burundi dès 1966, à la suite de l'intronisation du jeune Antarvé, chassé ensuite par le coup d'État de Michel Micombero. Quant au Rwanda, tout rentra dans l'ordre avec le coup d'État du général-major Juvénal Habyarimana en 1973. Pendant près de 2 décennies, la CEVL put tenter de s'imposer comme l'espace privilégié de rencontres et de concertation des chefs d'État des 3 pays. Les Grands Lacs avaient une existence formelle dans un tracé précis, mais une opérationnalité modeste. La crise des années 1990, entraînant le réajustement des équilibres dans la région, a abouti à l'élargissement de la notion de pays des Grands Lacs par l'intégration de quelques pays de l'Ouest, Angola, Congo, Centrafrique, mais surtout par le surgissement d'un nouveau leadership régional et l'intrusion des pays de l'ancienne Afrique orientale britannique, l'Ouganda en tête. Cette évolution allait aboutir à la création d'une nouvelle organisation régionale, la Conférence internationale de la région des Grands Lacs (CIRL). La nouvelle période fut inaugurée par la victoire en 1993 au Burundi, fief du pouvoir Tutsi, d'un Hutu, Melchior Ndadaye, aux élections présidentielles. Mais ce tournant décisif dans la pratique de la démocratie fut de courte durée. Pendant ce temps, à Kinshasa, Mobutu n'en finissait pas d'être affaibli. La crise économique qui sévissait au Zaïre s'était traduite sur terrain par l'apparition d'une dure opposition sur l'arène de la Conférence nationale souveraine.